Seule avec 9 enfants et pas une miette de pain, Roselyne accepta d'épouser un baron qu'elle n'avait jamais vu. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière cet homme au regard sombre, se cachait un cœur aussi brisé que le sien. Le chemin de terre qui menait au hameau de Saint-Martin-des-Roches était aussi oublié que les gens qui y vivaient. Sillonné de sentiers irréguliers, bordé d'arbustes secs et de clôtures en bois pourri, ce chemin semblait fait non pas pour mener quelque part, mais pour rappeler à tous qu'il n'y avait plus nulle part où aller. Et c'était précisément sur ce chemin, par un après-midi où le ciel se couvrait de nuages lourds comme des présages, que Roselyne marchait pieds nus, portant dans ses bras son plus jeune fils, un bébé qui n'avait pas encore connu son premier hiver, tandis que ses 8 autres enfants la suivaient en une file silencieuse, tels de petits soldats d'une guerre qu'ils n'avaient pas demandé à mener. Roselyne ne pleurait pas, non par force, mais parce qu'il ne lui restait plus de larmes. Son mari, Thibault, était parti un matin d'automne sans prévenir, non par méchanceté, mais parce que la fièvre qui lui dévorait le corps lui avait volé jusqu'à la force de dire adieu. Il était tombé malade pendant la moisson, et en quelques jours, la toux s'était changée en sang. Le sang s'était changé en silence, et le silence en une tombe creusée à la hâte dans le cimetière de la chapelle Saint-Laurent, marquée seulement d'une croix de branchage liée par une ficelle. Depuis, la vie de Roselyne était faite de restes. Restes de nourriture que les voisins laissaient sur le pas de sa porte, de moins en moins souvent. Restes de dignité qu'elle tentait de préserver face aux femmes du village qui murmuraient sur son passage. Reste d'espoir qu'elle cachait au fond de son cœur pour que ses enfants ne s'aperçoivent pas à quel point tout était perdu. La maison où ils vivaient, si l'on pouvait encore appeler cela une maison, se trouvait au bout de la rue la plus pauvre du hameau. 2 murs de pisé fissurés, un toit qui laissait passer plus de pluie qu'il n'en retenait, et un sol en terre battue, où les garçons dormaient entassés sur des paillasses qui n'avaient plus de paille. Le poêle à bois, seul meuble encore fonctionnel, n'était allumé que lorsqu'il y avait quelque chose à cuire, ce qui devenait de plus en plus rare. Cet après-midi-là, alors que la pluie s'abattait enfin sur le chemin, Roselyne s'arrêta devant l'épicerie de Monsieur Arnaud, le plus ancien commerçant du village. L'homme la regarda de l'autre côté du comptoir avec cette expression qu'elle connaissait déjà, un mélange de pitié et d'impatience. « Madame Roselyne, vous savez que je vous ai déjà fait crédit plus que de raison, » dit-il sans cruauté, mais avec la fermeté de celui qui a aussi des factures à payer. 9 bouches à nourrir, je comprends, mais ma boutique ne vit pas de miracle. Roselyne ravala sa honte comme un morceau de pain sec, lentement, douloureusement, sentant chaque parcelle lui écorcher la gorge. Elle serra le bébé dans ses bras, jeta un regard à ses enfants qui attendaient dehors, les yeux grands et affamés, et hocha la tête. « Je sais, monsieur Arnaud, je sais. Elle reprit la route, les mains vides. L'aîné de ses fils, Quentin, qui avait déjà la taille d'un homme, mais portait encore dans les yeux l'innocence de celui qui ne devrait pas avoir à se soucier du monde, marcha à ses côtés en silence. Il ne demanda rien. Ce n'était pas la peine. Il tendit simplement la main et prit le bébé des bras de sa mère pour qu'elle puisse respirer quelques instants. Roselyne le regarda et sentit sa poitrine se serrer d'une manière qui faisait plus mal que n'importe quelle faim. Ce garçon qui devrait être en train de jouer et de rêver portait déjà le poids d'un adulte. Et les autres, Florian, Élie, Tobie, les jumeaux Benoît et David, la petite Irène, le turbulent Mathieu et le bébé Simon, tous dépendaient d'elle, tous lui faisaient confiance. Et elle, à cet instant, n'avait absolument rien à leur offrir, si ce n'est son propre corps fatigué et un amour qui, aussi grand soit-il, ne remplissait pas les ventres. Ce fut cette nuit-là, sous la pluie battant sur le toit percé et avec les enfants dormant blottis les uns contre les autres pour se tenir chaud, que Roselyne entendit frapper à la porte. Elle se leva lentement, le cœur battant. Personne ne frappait à cette porte après la tombée de la nuit. Il n'y avait aucune raison à cela. Elle entr'ouvrit la porte et vit, à la faible lueur d'une lanterne, le visage de Madame Geneviève, la plus vieille sage-femme du village, une femme de peu de mots et de beaucoup de secrets. « Je peux entrer, Roselyne »
La voix était grave, mais pas menaçante. Roselyne ouvrit la porte, et la vieille femme entra, secouant l'eau de son châle sombre qui couvrait ses épaules. Elle regarda les enfants endormis par terre, le poêle éteint, les murs humides, et poussa un long soupir qui semblait porter toute la tristesse du monde. « Je suis venu te dire quelque chose qui pourrait tout changer, ou peut-être tout empirer. Ça dépend de comment tu vois les choses. » Roselyne croisa les bras sur sa poitrine, plus par instinct que par froid. « Dites, Madame Geneviève. » Et la vieille s'assit sur l'unique banc de la maison et parla à voix basse, comme si les murs pouvaient entendre. « Il y a un homme qui est arrivé dans la région, un baron, dit-on, veuf, propriétaire du domaine de la Pierre Blanche, là-bas, par-delà les collines, où personne ne va. Il a perdu sa femme il y a des années, et depuis, il vit seul dans cette immense propriété, sans enfants, sans famille proche, et on dit qu'il cherche une femme. » Roselyne fronça les sourcils. « Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» Madame Geneviève la regarda droit dans les yeux, avec une intensité qui fit reculer Roselyne d'un pas. « Il ne veut pas d'une jolie demoiselle de bonne famille. Il cherche une veuve avec des enfants, une femme qui a besoin d'un toit et qui accepterait de vivre au domaine en échange de s'occuper de la maison et de la propriété. On dit qu'il offre tout, nourriture, vêtements, l'école pour les enfants, en échange de compagnie et d'ordre dans son foyer. » Le silence qui suivit fut plus lourd que la pluie dehors. « Un mariage » murmura Roselyne, comme si le mot la brûlait. « Un mariage » confirma Madame Geneviève, sur le papier, devant le curé. Mais on dit qu'il n'exige rien de plus que sa présence. Du moins, c'est ce qui se raconte. Roselyne sentit ses jambes flageoler. Elle s'assit par terre, à côté de ses enfants endormis, et les regarda un par un. Quentin avec ses mains calleuses, Florian qui toussait la nuit, la petite Irène qui ne souriait plus depuis des jours, le bébé Simon qui avait besoin de lait et ne recevait que de l'eau farineuse. « Je ne connais pas cet homme, » dit-elle, la voix brisée. « Je ne sais pas qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait. Et s'il est dangereux, s'il est cruel, et s'il ne l'est pas ?» répondit Madame Geneviève, avec une simplicité qui désarmait tout argument. « Roselyne, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vu des femmes mourir de faim par orgueil. J'ai vu des enfants dépérir parce que leur mère préférait la dignité au pain. Je ne te dis pas d'accepter, je te dis d'y penser. » La sage-femme se leva, ajusta son châle et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Il s'appelle le baron Amédée de Valois. Le domaine est à une demi-journée de route d'ici. Si tu veux y aller, la charrette de Monsieur Delmas part dimanche matin. » Et elle sortit, laissant Roselyne seule, avec le poids d'une décision qui semblait plus grande que n'importe quelle tempête. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Roselyne. Elle portait cette information en elle comme une braise. Elle se brûlait, la tenait, se brûlait, la lâchait. Le jour, elle travaillait à ce qu'elle pouvait, lavait le linge au ruisseau pour les quelques familles qui payaient encore, rapiéçait de vieux tissus, ramassait du bois. La nuit, elle regardait ses enfants et sentait cette douleur silencieuse que seule une mère connaît. La douleur de savoir que l'amour seul ne suffit pas. Le jeudi, Florian s'évanouit. Il aidait Quentin à porter de l'eau quand ses jambes cédèrent et il tomba comme une branche sèche dans le vent. Roselyne courut vers lui, le prit dans ses bras et sentit le corps du garçon trop léger, trop chaud. La fièvre le brûlait comme un feu de paille, et Roselyne sut, avec la terrible certitude que seule l'expérience apporte, qu'elle ne pouvait plus attendre. Cette nuit-là, sans dormir, avec Florian grelottant à ses côtés et les autres enfants respirant autour d'elle, Roselyne prit sa décision. Pas pour elle, jamais pour elle, pour les 9 raisons qui respiraient à ses côtés. Le dimanche, avant le lever du soleil, Roselyne rassembla ses enfants, noua leurs maigres possessions dans des baluchons de tissu et marcha jusqu'à l'endroit où la charrette de Monsieur Delmas attendait. Le vieux charretier la regarda avec des yeux qui savaient où elle allait et pourquoi. « C'est loin, madame, le chemin est fait de pierre et de poussière. »« Je sais, » dit Roselyne en relevant le menton, « mais le chemin du retour est pire. » La charrette partit sous un ciel qui commençait à s'éclaircir de teintes roses et grises.
Les enfants s'installèrent entre les sacs de maïs et les caisses de provisions. Et Roselyne serra le bébé Simon contre sa poitrine, sentant son cœur battre contre le sien. Le voyage dura des heures. Le chemin serpentait entre des collines couvertes d'herbes hautes et de broussailles, traversait des ponts de bois grinçants au-dessus de ruisseaux étroits et grimpait des pentes où la charrette semblait sur le point de basculer. Les enfants, d'abord inquiets, commencèrent peu à peu à regarder autour d'eux avec une curiosité que Roselyne n'avait pas vue depuis longtemps. Des champs verts s'étendaient à l'horizon. Des oiseaux volaient en nuées. L'air avait une odeur différente, de terre fertile, de vie. Et puis, alors que le soleil était déjà haut et chaud, la charrette prit un dernier virage, et Roselyne vit. Le domaine de la Pierre Blanche apparut comme une vision d'un autre monde. Une immense maison de maître aux murs clairs et aux volets verts se dressait au centre d'une vaste propriété, entourée de jardins qui, bien que négligés, montraient encore des signes d'une beauté passée. Il y avait un verger à gauche, une grange en pierre à droite, et une allée de grands arbres qui formaient une ombre fraîche jusqu'à la porte principale. Au loin, de douces collines se dessinaient contre le ciel, comme des vagues figées dans le temps. Les enfants restèrent silencieux. Même le petit Mathieu, qui ne tenait jamais en place, était bouche bée. « C'est ici ?» demanda Irène, sa petite voix pleine d'étonnement. Roselyne ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur la silhouette qui apparaissait sur le perron de la maison. Un homme grand, à la posture rigide, vêtu de sombre, malgré la chaleur. Ses cheveux étaient longs, attachés en arrière, et son visage portait une expression que Roselyne ne parvint pas à déchiffrer. Ce n'était ni de la colère, ni de la joie. C'était quelque chose entre l'attente et la peur, comme s'il se jetait lui aussi dans un abîme, sans savoir ce qu'il y avait au fond. Le baron Amédée de Valois descendit lentement les marches du perron, ses yeux parcourant la scène devant lui. La vieille charrette, la femme aux vêtements usés, le bébé dans ses bras, et neuf enfants qui le regardaient comme s'il était une créature d'une autre planète. Il y eut un moment de silence qui parut durer une éternité. Puis Amédée parla, et sa voix était grave. Mais il y avait en elle quelque chose que Roselyne n'attendait pas. Une douceur cachée, comme un ruisseau qui coule sous la terre. « Vous êtes Roselyne ?»« Oui, » répondit-elle fermement, bien que son cœur battît si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Amédée regarda les enfants, un par un, comme s'il comptait non seulement leur tête, mais essayait de comprendre ce que cette image signifiait. Puis, il regarda Roselyne et dit quelque chose qui la prit complètement par surprise. « J'ai préparé des chambres pour tout le monde. Le déjeuner est servi. Les enfants doivent avoir faim. » Il n'y eut pas de discours, pas de négociation, pas de froideur calculée ou d'exigence murmurée. Juste cette phrase simple, dite par un homme qui, à cet instant, parut à Roselyne la personne la plus seule qu'elle ait jamais rencontrée. Et là, debout devant cette immense demeure, le soleil frappant son visage fatigué et ses enfants agrippés à sa jupe, Roselyne sut qu'elle avait franchi une frontière dont elle ne pourrait revenir. Ce qu'elle ignorait encore, et que le destin gardait avec le zèle cruel des grands secrets, c'est que le domaine de la Pierre Blanche avait ses propres fantômes, et que le baron Amédée de Valois portait en lui une douleur si profonde et si cachée que lorsqu'elle referait surface, elle changerait à jamais la vie de tous ceux qui y vivaient. Les premiers jours au domaine de la Pierre Blanche furent comme entrer dans un rêve dont Roselyne avait peur de se réveiller. Les enfants, qui n'avaient connu si longtemps que le sol en terre battue et l'estomac vide, couraient maintenant dans de larges couloirs, découvraient des pièces qui semblaient sans fin et s'asseyaient à table devant des plats débordant de nourriture chaude. Le bébé Simon, qui ne recevait depuis des semaines qu'une eau claire, buvait enfin du vrai lait apporté chaque matin par Gertrude, la cuisinière du domaine, une femme robuste aux grandes mains et au cœur encore plus grand, qui regardait cette bande d'enfants affamés avec une tendresse qu'elle peinait à dissimuler. « Mangez doucement », répétait Gertrude en remplissant les assiettes pour la 3e fois. « La nourriture ne va pas s'enfuir ici. Elle ne manquera pas. » Quentin, l'aîné, mangeait en silence, les yeux attentifs à tout.
Il observait chaque recoin de la maison, chaque porte fermée, chaque ombre qui bougeait dans les longs couloirs. Il ne faisait pas confiance, pas encore. Il avait appris trop tôt que rien en ce monde ne venait sans un prix. Et toute cette abondance, cette générosité silencieuse du baron semblait trop belle pour être vraie. Roselyne ressentait la même chose, bien qu'elle ne le dise pas. Depuis son arrivée, Amédée maintenait une distance respectueuse, presque excessive. Il apparaissait au repas, s'asseyait en bout de table, mangeait en silence, et, une fois terminé, se retirait dans son bureau au bout du couloir est, où il passait des heures enfermé. Parfois, Roselyne entendait ses pas à l'étage, allant et venant comme un animal en cage. D'autres fois, elle entendait ce qui ressemblait à une voix, mais lorsqu'elle s'approchait, le son cessait. Le mariage eut lieu le 3e jour, comme convenu. Ce fut une cérémonie simple dans la chapelle du domaine, une petite construction de pierre et de chaux, avec un autel en bois sombre et une statue de saint que Roselyne ne reconnut pas. Le curé vint d'un village voisin, un homme âgé et fatigué, qui posa les questions d'usage avec la hâte de celui qui a un long voyage de retour. Amédée portait ses vêtements sombres habituels. Roselyne portait une robe qu'elle avait trouvée dans l'armoire de la chambre qui lui avait été attribuée. Une robe simple, mais propre, qui sentait la lavande. Il n'y eut pas de fête, pas d'invités, pas de baisers. Juste 2 signatures dans un vieux registre, le murmure du curé et le son du vent frappant les fenêtres de la chapelle, comme si le destin lui-même était témoin. Après la cérémonie, Amédée la regarda un instant qui dura plus qu'il n'aurait dû, et dit seulement « Merci, Roselyne ». Puis il se retira dans son bureau, et elle resta là, debout dans la chapelle vide, sentant le poids de cette alliance improvisée à son doigt, comme si elle portait le monde entier dans sa main. Ce fut la 2e semaine que les choses commencèrent à changer. Roselyne, qui dès le 1er jour avait pris en main la maison avec l'efficacité de celle qui connaît le travail mieux que personne, remarqua qu'il y avait des parties du domaine où elle n'était pas la bienvenue. Le couloiret où se trouvait le bureau d'Amédée était un territoire interdit, non par ordre direct, mais par une entente silencieuse que Gertrude s'était empressée de renforcer dès le début. Ce côté de la maison est celui du baron, Madame Roselyne. Personne n'y entre, même pas moi qui suis ici depuis que le domaine n'était que broussailles et promesses. « Et l'étage » demanda Roselyne, se souvenant des pas qu'elle entendait la nuit. Gertrude détourna le regard. « L'étage a des chambres qui ne s'ouvrent pas. Vous comprendrez avec le temps. » Mais Roselyne n'était pas femme à attendre que le temps apporte des réponses. Elle avait survécu à la misère, à la faim et au veuvage, non par patience, mais par courage. Ce courage silencieux qui naît quand on a 9 enfants dépendant de chaque décision. Un après-midi où Amédée était partie à cheval inspecter les limites de la propriété, Roselyne monta les escaliers. L'étage était plus sombre que le rez-de-chaussée, avec de lourds rideaux couvrant les fenêtres et une odeur de poussière et de temps arrêté qui imprégnait tout. Il y avait 4 portes. 3 étaient ouvertes, des chambres vides avec des meubles recouverts de draps blancs, comme des fantômes endormis. La 4e porte était verrouillée. Roselyne colla son oreille au bois. Silence. Elle essaya la poignée. Elle ne céda pas. Elle regarda autour d'elle, le cœur battant la chamade, et remarqua quelque chose par terre, près du seuil. Une marque de frottement, comme si quelque chose de lourd avait été traîné à l'intérieur. Et dans le coin inférieur de la porte, presque invisible, une tache sombre que le temps n'avait pas réussi à effacer complètement. Un frisson parcourut son échine, mais avant qu'elle ne puisse enquêter davantage, elle entendit la voix de Quentin l'appeler d'en bas. Elle descendit rapidement, rangeant cette découverte au même endroit où elle gardait toutes ses inquiétudes, au fond de son cœur, là où personne ne pouvait voir. Les jours passèrent, et le domaine commença à reprendre vie. Les enfants, comme des plantes recevant enfin de l'eau, s'épanouissaient. Florian, arrivé brûlant de fièvre, courait maintenant dans le verger avec ses frères, les joues de nouveau colorées. Les jumeaux Benoît et David découvrirent la grange et passaient des heures à inventer des jeux parmi les bottes de foin.
La petite Irène, qui ne souriait plus depuis des semaines, fredonnait maintenant en aidant Gertrude dans la cuisine. Même le bébé Simon semblait plus fort, plus présent, ses yeux suivant le monde avec une curiosité nouvelle. Roselyne organisa la maison comme elle ne l'avait jamais été. Elle nettoya des pièces qui n'avaient pas vu un balai depuis des années. Elle ouvrit des fenêtres scellées par l'humidité, apporta des fleurs du jardin pour les vases vides du salon. Le domaine, qui ressemblait autrefois à une tombe élégante, recommença à respirer. Et Amédée, bien qu'il ne dise rien, le remarquait. Roselyne percevait ses regards. Quand elle passait dans le salon en portant du linge lavé, il levait les yeux du livre qu'il feignait de lire. Quand elle riait d'une bêtise de Mathieu, il s'arrêtait et restait là, immobile, comme si ce son était quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis très longtemps. Au repas, quand les enfants parlaient tous en même temps et que la table vibrait de cette énergie chaotique et belle de l'enfance, Amédée observait tout avec une expression que Roselyne ne pouvait décrire que comme de la faim. Pas de nourriture, mais de quelque chose qu'il avait perdu ou peut-être jamais eu. Un soir, après que tous les enfants se furent endormis, Roselyne descendit à la cuisine pour préparer une tisane. Elle trouva Amédée assis seul à table, une tasse vide devant lui, les yeux fixés sur la flamme de la lanterne. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix neutre. « Rarement », répondit-il sans lever les yeux. Roselyne prépara la tisane en silence, posa une tasse devant lui et s'assit de l'autre côté de la table. Ils restèrent ainsi un long moment, deux étrangers partageant une maison, un nom et une alliance, mais ne partageant pas encore une seule vérité. Ce fut Amédée qui rompit le silence. « Vous devez vous demander pourquoi un homme comme moi chercherait une femme comme vous. » La phrase sortit sans détour, avec cette honnêteté brute que Roselyne commençait à reconnaître comme sa marque. « Je me demande beaucoup de choses, » répondit-elle, « mais j'ai appris que toutes les questions ne méritent pas d'être posées à voix haute. » Amédée la regarda et un instant, bref comme un éclair, Roselyne vit dans ses yeux quelque chose qui n'était ni froideur ni distance. C'était de la peur. « Ma première femme s'appelait Léonore, » dit-il, la voix basse, comme si le nom était fait de verre et pouvait se briser à tout moment. « Nous avons vécu ici ensemble pendant de nombreuses années. Elle aimait cette maison. Elle aimait les jardins, le verger, la chapelle. Elle disait qu'elle voulait remplir ce domaine d'enfant. Il fit une longue pause. La flamme de la lanterne vacilla. Mais les enfants ne sont pas venus, et la tristesse que cela lui a causée était quelque chose que je n'ai pas su guérir. J'ai tout essayé. J'ai fait venir des médecins, des guérisseurs, même des rebouteuses. Rien n'y a fait. Alors, une nuit d'hiver, Léonore... » Il s'arrêta, déglutit, ferma les yeux. Léonore est tombée malade. Une maladie que personne n'a su expliquer. Elle dépérissait un peu chaque jour, comme une bougie que le vent éteint lentement. Et quand elle est partie, elle a emporté avec elle toute la lumière qui existait dans cette maison. Roselyne sentit un nœud dans sa gorge. Elle connaissait cette douleur, la douleur de perdre celui qui était le centre de votre monde. La douleur qui ne diminue pas avec le temps, mais change simplement de forme. « C'est pour ça que vous vouliez une femme avec des enfants ?» dit-elle, non comme une question, mais comme une compréhension. Amédée hocha lentement la tête. Léonore voulait que cette maison ait de la vie, des enfants, des rires, du désordre. Tout ce dont elle rêvait et que je n'ai pas pu lui donner. Quand j'ai appris qu'il y avait une veuve avec 9 enfants vivant dans la misère, il hésita. J'ai pensé que c'était peut-être une façon d'honorer ce qu'elle voulait, de donner à cette maison ce que Léonore avait toujours demandé. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui, pour la première fois, se voyaient vraiment. « Merci de m'avoir raconté, » dit Roselyne, « et je suis désolée pour Léonore, pour la douleur que vous portez. » Amédée leva les yeux, et Roselyne y vit quelque chose qui la surprit. De la gratitude, une gratitude immense, presque désespérée, comme celle de quelqu'un qui se noyait et parvient enfin à respirer.
Depuis combien de temps personne n'a prononcé son nom sans peur ou sans vouloir quelque chose en retour, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Cette nuit-là, Roselyne monta dans sa chambre, le cœur à la fois plus léger et plus lourd. Plus léger, parce qu'elle comprenait enfin quelque chose de cet homme. Plus lourd, parce qu'elle savait que l'histoire de Léonore, aussi triste soit-elle, n'expliquait pas tout. Elle n'expliquait pas les pas à l'étage, les chambres verrouillées, les regards effrayés de Gertrude quand on mentionnait le passé. Et elle n'expliquait pas ce que Roselyne découvrit le lendemain matin. Ce fut Irène qui le trouva. La fillette, qui adorait explorer chaque recoin du domaine, s'était faufilée dans un débarras derrière la cuisine, une pièce oubliée, pleine de caisses poussiéreuses et de meubles cassés. Et là, au fond, derrière une pile de vieilles chaises, elle trouva quelque chose qui glaça le sang de Roselyne. Un berceau, pas n'importe quel berceau. Un berceau en bois noble sculpté à la main avec des motifs de fleurs et d'anges sur les côtés. Un berceau qui avait servi, les marques sur le petit matelas, l'usure du bois, le tissu jauni qui couvrait encore l'oreiller. Un berceau que quelqu'un avait caché là, avec hâte et désespoir, comme pour effacer son existence. Roselyne resta debout, devant ce berceau un long moment, le cœur battant à tout rompre. Amédée avait dit qu'il n'avait pas eu d'enfant avec Léonore, que les enfants n'étaient jamais venus, que c'était la grande douleur de sa défunte épouse. Alors, pourquoi y avait-il un berceau usagé caché dans le domaine? Gertrude apparut à la porte du débarras à ce moment précis, comme si un vieil instinct l'avait alertée. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le berceau découvert, et son expression, cette expression de terreur déguisée que Roselyne avait déjà vue, en dit plus que n'importe quel mot. « Madame Roselyne, » dit la cuisinière, la voix tremblante, « s'il vous plaît, ne touchez pas à ça. Il y a des choses dans ce domaine qu'il vaut mieux laisser où elles sont. » Gertrude, à qui est ce berceau? La cuisinière ne répondit pas, recula de 2 pas, fit le signe de croix et sortit presque en courant, laissant Roselyne seule avec ce berceau qui ne devrait pas exister et des questions qui grandissaient comme des ombres au crépuscule. Cette nuit-là, Roselyne ne dormit pas. Allongée dans son lit, écoutant les bruits du domaine, le chant des grillons, le craquement du bois, le vent dans les arbres, elle essayait d'assembler le puzzle qui se formait devant elle. Amédée était gentil, généreux, respectueux, mais il était aussi un homme entouré de secrets. La porte verrouillée à l'étage, le berceau caché dans le débarras, la peur dans les yeux de Gertrude, les heures solitaires dans le bureau. Et puis, quand l'horloge du salon sonna minuit, Roselyne entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Un pleur. Pas le pleur du bébé Simon, qui dormait paisiblement dans son berceau à côté de son lit. Pas le pleur d'un de ses enfants. C'était un pleur qui venait d'en haut, de l'étage interdit, de la chambre verrouillée. Un pleur fin, étouffé, comme celui de quelqu'un qui pleure en cachette depuis si longtemps qu'il a oublié comment pleurer vraiment. Roselyne se leva, le corps entier tremblant, et resta debout dans le noir, les oreilles aux aguets, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Le pleur dura quelques minutes, puis cessa, remplacé par ces pas qu'elle connaissait déjà, des pas lourds, lents d'un côté à l'autre, comme ceux d'un homme qui porte sur son dos quelque chose de bien plus grand que ce que son propre corps peut supporter. Et Roselyne sut, avec une clarté qui l'effraya, que le domaine de la pierre blanche cachait bien plus que de vieux murs et les souvenirs d'une épouse décédée. Il y avait quelque chose, ou quelqu'un, dans cette chambre verrouillée, et elle devait découvrir quoi. Roselyne passa les jours suivants comme une femme divisée en deux. D'un côté, il y avait la mère qui souriait à ses enfants, qui organisait la maison, qui cuisinait aux côtés de Gertrude et feignait que tout allait bien. De l'autre, il y avait la femme qui ne pouvait chasser de son esprit le son de ce pleur fin, étouffé, venant d'un lieu qui ne devrait pas exister. Pendant la journée, le domaine était un havre de paix. Le soleil entrait par les fenêtres que Roselyne avait ouvertes, illuminant les pièces d'une lumière dorée qui faisait danser la poussière dans l'air, comme de petites étoiles.
Les enfants remplissaient les couloirs de bruit et de vie, et même Amédée, qui se retirait habituellement dans son bureau juste après le café, commençait à s'attarder davantage à table, comme si ce chaos joyeux était un baume dont il ne savait pas avoir besoin. Mais la nuit, quand les lanternes s'éteignaient et que le silence s'emparait de la maison, le domaine se transformait. Les murs semblaient plus épais, les ombres plus denses. Et les bruits, les bruits racontaient des histoires que personne ne voulait entendre. Le craquement du plancher à l'étage, les pas lourds d'Amédée, qui ne dormait jamais avant l'aube, et certaines nuits, ce pleur que Roselyne savait maintenant ne pas être le fruit de son imagination. La troisième fois qu'elle l'entendit, elle décida d'agir. Elle attendit que la maison soit complètement silencieuse. Elle vérifia chacun de ses enfants. Quentin ronflait doucement dans la chambre qu'il partageait avec Florian et Élie. Les jumeaux Benoît et David dormaient enlacés comme toujours. Toby et Mathieu étaient immobiles dans leur lit. Irène respirait doucement dans la chambre voisine de la sienne, et le petit Simon dormait dans son berceau près de sa tête de lit. Tous en sécurité, tous en paix. Roselyne enfila ses chaussons avec précaution, prit la lanterne qu'elle gardait sur sa table de chevet et sortit dans le couloir. La maison était plongée dans une obscurité épaisse, percée seulement par la lumière tremblante qu'elle tenait dans ses mains. Ses pas étaient lents, calculés, chacun testant le plancher avant de poser tout son poids pour qu'aucune latte ne grince et ne trahisse sa présence. Elle monta les escaliers. Chaque marche semblait plus raide que la précédente, comme si la maison elle-même tentait de l'empêcher d'atteindre le sommet. Le couloir de l'étage était encore plus sombre que la dernière fois. Les lourds rideaux bloquaient toute lumière de lune et l'air était lourd, stagnant, comme si personne n'avait ouvert ses fenêtres depuis des années. Elle marcha jusqu'à la quatrième porte, la porte verrouillée, colla son oreille au bois et attendit. Au début, rien. Juste le silence et le chant lointain des grillons. Mais ensuite, comme en réponse à sa présence, le pleur commença. Doucement d'abord, presque un murmure, puis plus clair, plus défini. Ce n'était pas le pleur d'un adulte. C'était quelque chose de différent, plus aigu, plus fragile, comme le pleur de... Le cœur de Roselyne s'arrêta. C'était le pleur d'un enfant. Ses mains tremblèrent si fort que la lanterne faillit tomber. Elle s'agenouilla devant la porte et murmura, la voix brisée, « Il y a quelqu'un !» Le pleur cessa immédiatement, comme si celui qui était de l'autre côté l'avait entendu et s'était tu par instinct. L'instinct de celui qui a appris que faire du bruit a des conséquences. Roselyne sentit ses yeux brûler de larmes. Elle connaissait ce genre de silence. C'était le silence de la peur, le silence d'un enfant qui a appris à se cacher. « N'aie pas peur !» murmura-t-elle, la bouche presque contre le bois. « Je m'appelle Roselyne, je ne te ferai pas de mal. » Rien. Juste le silence et l'obscurité. Et puis, des pas derrière elle, lourds, proches. Roselyne se retourna et trouva Amédée debout en haut de l'escalier. Sa silhouette se découpait sur l'obscurité comme une statue de pierre. Ses yeux brillaient à la lueur de la lanterne, et Roselyne y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère, c'était du désespoir. « Roselyne !» dit-il, et la voix, toujours si grave et contrôlée, tremblait maintenant comme une feuille au vent. « Retournez dans votre chambre, s'il vous plaît. Amédée, il y a un enfant dans cette chambre. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, et le poids de ces mots tomba sur le couloir comme une enclume sur du cristal. Amédée ferma les yeux. Ses épaules, qu'il tenait toujours rigides comme des remparts, s'affaissèrent comme si quelque chose en lui avait finalement cédé. Il s'appuya contre le mur et respira profondément. Une respiration longue, tremblante, de celui qui porte un secret depuis trop longtemps. « Oh, pas ici, dit-il, la voix à peine un fil. Venez avec moi, je vais tout vous raconter. » Ils descendirent les escaliers en silence. Amédée la guida jusqu'à son bureau, la pièce interdite où Roselyne n'avait jamais mis les pieds. C'était un grand espace, tapissé de livres, avec un bureau en acajou couvert de papier et un fauteuil usé.
au mur, des tableaux que Roselyne ne put distinguer dans la pénombre. Dans un coin, une bouteille de liqueur à moitié vide et un verre qui semblait avoir été utilisé de nombreuses fois cette nuit-là. Amédée alluma les lampes du bureau avec des mains qui tremblaient encore, s'assit dans le fauteuil et resta silencieux un long moment, les yeux fixés au sol, comme un homme préparant les mots d'une confession gardée toute une vie. « Je vous ai menti, Roselyne », commença-t-il, et chaque mot semblait lui coûter un morceau d'âme. Pas sur tout, mais sur ce qui compte. Roselyne s'assit sur la chaise en face du bureau, les mains croisées sur ses genoux, le cœur battant fort, mais l'expression ferme. Elle avait appris à la dure que les vérités les plus difficiles sont celles qui ont le plus besoin d'être entendues. « Léonore et moi avons eu un fils. » La phrase tomba dans le silence du bureau comme une pierre dans un lac immobile, créant des ondes qui se propagèrent dans tous les coins. « Un garçon !» continua Amédée, la voix brisée. « Il est né une nuit de tempête, et Léonore a pleuré de joie comme je ne l'avais jamais vu pleurer. Ce fut le plus beau jour de notre vie. Elle l'a appelé Augustin. » Roselyne sentit l'air lui manquer, le berceau caché dans le débarras. Maintenant, tout commençait à avoir un sens, et en même temps, plus rien n'en avait. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. Amédée leva les yeux, et Roselyne vit qu'ils étaient rouges, humides, comme ceux d'un homme qui a tant pleuré en secret qu'il ne se soucie plus de le cacher. Augustin est né différent, pas comme les autres enfants. Il n'a pas marché quand il aurait dû, n'a pas parlé quand il aurait dû. Ses yeux regardaient le monde d'une manière que les médecins ne savaient pas expliquer. Ils disaient que c'était une condition de naissance, que quelque chose s'était passé pendant l'accouchement, que le garçon ne serait jamais comme les autres. Amédée fit une pause, et quand il reprit la parole, sa voix portait une douleur si ancienne et si profonde qu'elle semblait venir non de sa gorge, mais d'un endroit bien plus profond. Léonore l'aimait de toutes ses forces. Pour elle, Augustin était parfait, mais le monde, ce monde cruel et étroit dans lequel nous vivons, ne pensait pas ainsi. Les familles de la région ont commencé à parler. Elles disaient que le garçon était maudit, que c'était un châtiment divin, que les Valois portaient une tare dans leur sang. Ma propre sœur, Dorothée, qui vit dans une propriété voisine, est venue ici et m'a dit que je devrais envoyer le garçon dans un asile pour préserver le nom de la famille. La voix d'Amédée se durcit comme de l'acier forgé. J'ai refusé, et Léonore m'a soutenu. Nous avons décidé d'élever Augustin ici, au domaine, loin de tout et de tous. Pendant un temps, ça a fonctionné. Nous étions une petite famille, isolée, mais une famille. Et qu'est-ce qui a changé ? Demanda Roselyne, bien qu'elle sente déjà que la réponse serait douloureuse. Léonore est tombée malade, pour de vrai. Ce n'était pas un mensonge. Elle a vraiment dépéri jour après jour. Mais la cause n'était pas mystérieuse. C'était la tristesse, le poids de vivre caché, de protéger son fils du monde, d'entendre des murmures chaque fois qu'elle allait au village. C'était la solitude d'être la mère d'un enfant que le monde rejetait. Et quand elle est partie... Amédée serra les poings sur les accoudoirs du fauteuil. Quand Léonore est partie, je suis resté seul avec Augustin, et j'ai fait la seule chose que je savais faire. Je l'ai protégé. Je l'ai enfermé dans la chambre du haut, où personne ne pouvait le voir, où personne ne pouvait le juger. Gertrude m'aidait à m'en occuper. Je passais les nuits avec lui. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je faisais la même chose que le monde voulait que je fasse. Je cachais mon fils, j'avais honte de lui. Sa voix se brisa. Amédée baissa la tête et pour la première fois depuis que Roselyne le connaissait, il pleura. Pas un pleur contenu ou dissimulé, un pleur ouvert, profond, d'un homme qui avait porté seul un fardeau qu'aucun être humain ne devrait porter. Roselyne resta silencieuse un long moment, puis se leva, s'approcha du fauteuil où Amédée était assis et fit quelque chose qu'aucun arrangement de mariage ne prévoyait, qu'aucun contrat n'exigeait, qu'aucune convenance ne justifiait. Elle posa la main sur son épaule. Elle ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Elle resta simplement là, debout,
à côté de cet homme brisé, la main ferme sur son épaule, tandis qu'il pleurait des larmes gardées depuis des années. Quand Amédée se calma enfin, il leva les yeux et trouva sur le visage de Roselyne quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. Pas de jugement, pas d'horreur, pas de pitié, de la compréhension. La compréhension silencieuse d'une femme qui connaissait la douleur d'être mère dans un monde qui ne pardonne pas. « Menez-moi à lui !» dit Roselyne. Amédée hésita. « Roselyne, vous n'êtes pas obligée. Menez-moi à lui !» répéta-t-elle, et sa voix portait cette force tranquille que seules les mères connaissent. La force de celle qui a déjà affronté l'impossible et sait qu'elle peut affronter plus encore. Ils montèrent les escaliers ensemble. Amédée sortit une clé de la poche de son gilet, une petite clé en fer ancien, qui semblait avoir été utilisée des milliers de fois. Il ouvrit la porte verrouillée d'un déclic doux, et Roselyne entra. La chambre était plus grande qu'elle ne l'imaginait. Il y avait un petit lit contre le mur, une table avec des papiers et des crayons de couleur, une étagère avec des livres pour enfants et une fenêtre donnant sur l'arrière de la propriété, ouverte, laissant entrer la brise fraîche de la nuit. La chambre n'était pas une prison, c'était un refuge. Soignée, propre, pleine d'objets qui témoignaient d'amour et d'attention. Et là, assis sur le lit, les jambes croisées et un crayon à la main, se trouvait Augustin. C'était un garçon qui semblait avoir assez grandi pour ne plus être si petit, mais dont les yeux portaient une innocence qui ne correspondait pas à la taille de son corps. Ses cheveux étaient clairs et en désordre, et il regardait Roselyne avec une curiosité prudente. La même curiosité qu'un animal sauvage qui n'a jamais vu un être humain différent de ceux qu'il connaît déjà. Roselyne sentit sa poitrine se remplir d'une émotion qu'elle ne savait nommer. Ce n'était pas de la pitié, c'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. C'était la reconnaissance d'une mère face à un enfant qui a besoin de soins. C'était l'instinct qui l'avait fait survivre 9 fois, qui l'avait fait traverser des villages, des routes et des tempêtes pour garder ses enfants en vie. Elle s'agenouilla lentement pour se mettre à la hauteur du garçon et sourit. « Bonjour Augustin, je m'appelle Roselyne. » Le garçon ne répondit pas. Il la regarda, puis son père, puis de nouveau elle. Il serra le crayon dans sa main comme si c'était une amulette de protection. « J'ai 9 enfants en bas, » continua Roselyne, avec la même voix qu'elle utilisait pour calmer Simon quand il pleurait la nuit. « Ils sont bruyants, désordonnés, et mangent comme si le monde allait finir demain. Je pense que tu aimerais les connaître. » Augustin inclina légèrement la tête sur le côté, comme s'il essayait de comprendre ses mots. Puis, lentement, très lentement, il tendit la main qui tenait le crayon et montra à Roselyne le dessin qu'il était en train de faire. C'était un dessin simple, une maison avec beaucoup de fenêtres, un grand soleil dans le coin et plusieurs petites silhouettes dans le jardin. Des silhouettes qui ressemblaient à des enfants. Roselyne regarda le dessin et sentit les larmes couler sur son visage avant de pouvoir les retenir. Augustin, du haut de son monde silencieux et incompris, dessinait ce qu'il n'avait jamais eu. Des frères et sœurs, de la compagnie, une maison pleine de gens. « C'est magnifique », murmura-t-elle en tenant le papier avec délicatesse. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Amédée, qui était resté à la porte les yeux pleins d'eau, regardait la scène comme on assiste à un miracle. Depuis des années, il n'avait vu personne s'approcher d'Augustin de cette manière, sans peur, sans répulsion, sans cette pitié empoisonnée qui fait plus mal que le mépris. Roselyne se leva et se tourna vers Amédée. Ses yeux étaient humides, mais sa voix était ferme comme un roc. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit avant ?»« Parce que j'ai eu peur, » répondit-il sans hésiter. « Peur que vous vous enfuyiez, peur que vous me regardiez comme tous les autres, comme un homme qui cache son propre fils. Peur de perdre la seule chance que cette maison avait de redevenir un foyer. Et vous pensiez que je m'enfuirais, une femme qui a traversé la moitié de la province dans une charrette avec 9 enfants affamés, qui a épousé un étranger pour une assiette de soupe? Vous pensiez que je fuirais devant un enfant? » La question resta en suspens dans l'air comme une sentence. Amédée ne répondit pas, il baissa simplement la tête, et dans ce geste, Roselyne comprit tout. Elle comprit que cet homme n'était ni un monstre, ni un lâche. C'était un père brisé,
qui avait fait de son mieux avec les outils qu'il avait, et qui maintenant se détestait de ne pas avoir fait plus. « Demain matin, dit Roselyne en séchant ses larmes du revers de la main, Augustin descendra prendre le petit déjeuner avec les autres. Il s'assiera à table, il mangera avec nous. Et si quelqu'un dans cette maison, n'importe qui, le regarde avec autre chose que du respect, il aura affaire à moi. » Amédée la regarda comme si elle venait de déplacer une montagne à main nue. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots ne vinrent pas. Il hocha simplement la tête, lentement, tandis que quelque chose dans ses yeux changeait, comme si une porte verrouillée de l'intérieur, bien plus résistante que n'importe quelle porte de chambre, commençait enfin à s'ouvrir. Roselyne retourna auprès d'Augustin, ajusta la couverture sur le garçon, qui commençait déjà à s'endormir, le crayon toujours à la main, et fit ce qu'elle faisait avec chacun de ses enfants chaque soir. Elle lui passa doucement la main dans les cheveux et murmura une vieille bénédiction que sa grand-mère lui avait apprise. Si vieille que les mots n'avaient plus de sens, mais dont la signification était claire comme de l'eau de roche, qu'il soit protégé, qu'il soit aimé, qu'il n'ait plus jamais à pleurer seul dans le noir. Quand elle descendit les escaliers, Amédée était toujours dans le couloir, appuyé contre le mur, comme un homme qui vient de survivre à un tremblement de terre. « Roselyne » appela-t-il, la voix rauque. Elle s'arrêta et se retourna. « Merci » dit-il, et cette fois le mot portait un poids différent. Ce n'était pas la gratitude polie du jour du mariage. C'était quelque chose de plus profond. C'était le merci d'un homme qui, pour la première fois depuis des années, osait croire que peut-être les choses pourraient être différentes. Roselyne hocha la tête en silence et regagna sa chambre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée au domaine de la Pierre Blanche, Roselyne dormit profondément. Mais la paix fut de courte durée. Le lendemain matin, quand Roselyne descendit avec Augustin par la main, le garçon marchant lentement, les yeux écarquillés devant un monde qui, pendant des années, n'avait été que la chambre du haut, les enfants s'arrêtèrent de manger et le dévisagèrent. Gertrude lâcha sa casserole sur le feu et porta la main à sa bouche. Et le silence qui se fit dans la cuisine fut si absolu qu'on pouvait entendre le crépitement du bois. Quentin fut le premier à bouger. Il regarda Augustin, puis sa mère, et avec cette maturité que le destin lui avait imposée trop tôt, il tira une chaise et la plaça à table. « Assieds-toi là », dit-il au garçon, avec le même naturel qu'il aurait parlé à l'un de ses frères. « Gertrude a fait du pain avec du miel, il est bon aujourd'hui. » Augustin regarda Quentin avec ses grands yeux prudents, puis il regarda Roselyne, qui hocha la tête avec un sourire. Lentement, le garçon s'assit. Et quand Irène, qui était à côté, poussa une assiette de pain dans sa direction avec un sourire timide, quelque chose se produisit qui fit que Gertrude s'essuya les yeux dans son tablier et que Roselyne se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. Augustin sourit, un petit sourire, comme le premier rayon de soleil après une tempête qui semblait ne jamais devoir finir. Mais c'était un vrai sourire, le sourire d'un enfant qui, pour la première fois depuis longtemps, ne se sentait pas seul. La table reprit vie. Les enfants, avec cette capacité extraordinaire que seuls les petits ont d'accepter la différence sans poser de questions, inclurent simplement Augustin dans leur joyeux désordre. Mathieu lui montra une pierre qu'il avait trouvée dans le jardin. Les jumeaux, Benoît et David, se disputèrent pour savoir qui s'assiérait le plus près de lui. Tobie lui offrit un morceau de fromage, et Élie, toujours silencieux, sourit simplement au nouveau venu, comme pour dire « Bienvenue ». Amédée apparut à la porte de la cuisine quelques minutes plus tard. Il s'arrêta sur le seuil, les yeux parcourant la scène. Son fils, assis à table avec 9 enfants, mangeant du pain au miel, entouré de voix et de rires. Et Roselyne vit son menton trembler avant qu'il ne détourne le visage, et ne s'éloigne rapidement, comme quelqu'un qui a besoin d'un moment seul pour gérer une émotion trop grande pour être vécue en public. Les jours qui suivirent apportèrent une transformation que personne n'aurait pu prévoir. Augustin, qui avait passé des années confiné dans une seule pièce, découvrit le monde petit à petit, avec la prudence de celui qui marche en terrain inconnu, mais avec la curiosité irrésistible de celui qui a faim de vie. Irène devint sa compagne la plus constante.
La fillette, qui avait la patience et la douceur d'une personne bien plus âgée, s'asseyait à ses côtés pendant des heures, lui montrant des fleurs, lui apprenant des chansons, dessinant avec lui. Et Augustin, qui n'avait jamais eu d'amis, s'épanouissait en sa présence comme une plante qui trouve enfin la lumière. Roselyne observait tout avec des yeux d'aigle et un cœur de mère. Elle organisa une routine pour Augustin avec les autres enfants. Repas ensemble, jeux dans le jardin, leçons de base dans le grand salon, où elle-même leur enseignait ce qu'elle savait. Le garçon avait des difficultés évidentes, il ne parlait pas clairement, avait besoin de temps pour comprendre certaines instructions, se déplaçait avec une lenteur qui contrastait avec l'énergie frénétique des fils de Roselyne. Mais il était doux, attentif, et avait une sensibilité qui se manifestait de manière inattendue. Dans le soin avec lequel il traitait les animaux de la grange, dans la façon dont ses yeux s'illuminaient devant toute forme de musique, dans les dessins de plus en plus élaborés qu'il faisait et laissait partout dans la maison comme des cadeaux silencieux. Amédée assistait à tout cela avec un mélange de gratitude et d'incrédulité, comme un homme qui a vécu si longtemps dans le noir qu'il se méfie de la lumière. Sa relation avec Roselyne commença à changer de manière subtile mais indéniable. Il ne se retirait plus dans son bureau juste après les repas, n'évitait plus son regard, et les soirs où ils se retrouvaient dans la cuisine pour la tisane, devenu un rituel silencieux entre eux, les conversations devenaient plus longues, plus profondes, plus vraies. « Vous avez sauvé mon fils », dit Amédée un de ces soirs, la voix grave mais chargée d'une tendresse que Roselyne apprenait encore à reconnaître en lui. « Je n'ai sauvé personne », répondit-elle. J'ai seulement ouvert une porte. Parfois, ouvrir une porte est tout ce dont une personne a besoin. Ils se regardèrent un instant, qui dura plus longtemps que n'importe quelle conversation. Et Roselyne sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis l'époque de Thibaut. Une connexion qui allait au-delà de la convenance, au-delà de l'accord, au-delà des murs de ce domaine. Quelque chose de réel, de fragile et d'effrayant, comme une graine qui insiste pour germer au milieu de la pierre. Mais la paix dans ce domaine semblait toujours surveillée par des ombres. Un après-midi de grand soleil, alors que les enfants jouaient dans le verger et que Roselyne étendait le linge, un carrosse apparut sur le chemin du domaine. Pas n'importe quel carrosse, il était élégant, tiré par 2 chevaux bien soignés, avec des rideaux de velours aux fenêtres et un blason peint sur la portière. Gertrude, qui vit le carrosse la première, laissa tomber le seau qu'elle portait et devint pâle comme cire. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en faisant le signe de croix. « C'est Madame Dorothée. » Roselyne fronça les sourcils. « Qui ?»« La sœur du baron, celle qui voulait envoyer le garçon au loin. » Le carrosse s'arrêta devant la maison et une femme en descendit, dont la présence était aussi imposante que la propriété qui l'entourait. Madame Dorothée de Valois était grande, la posture rigide comme une colonne de marbre et vêtue d'une élégance qui semblait calculée pour intimider. Ses yeux parcoururent le domaine avec une expression de dédain à peine dissimulée. Les jouets éparpillés dans le jardin, le linge sur la corde, les enfants qui avaient cessé de jouer et l'observaient avec curiosité. « Mais qu'est-il arrivé à cette propriété ?» dit Dorothée, la voix tranchante comme un rasoir, s'adressant à personne en particulier. On dirait un orphelinat. Et puis ses yeux trouvèrent Augustin, qui était assis sous un arbre du verger avec Irène, dessinant tranquillement. Le visage de Dorothée se durcit comme de la pierre, et ses lèvres se pincèrent en une ligne fine de désapprobation qui en disait plus que 1000 mots. « Amédée !» appela-t-elle, sa voix résonnant dans la cour comme un coup de tonnerre sec. « Amédée de Valois, montrez-vous immédiatement !» Amédée apparut sur le perron, et Roselyne vit la transformation instantanée. Les épaules qui avaient commencé à se détendre se raidirent à nouveau. Le visage, qui commençait à apprendre à sourire, se referma, comme une fenêtre avant la tempête. « Dorothée, » dit-il d'une voix neutre, « je n'attendais pas votre visite. »« Évidemment, » répondit-elle en montant les marches du perron et en s'arrêtant devant son frère,
avec l'autorité de celle qui se considère supérieure. Car si vous l'aviez attendu, vous auriez peut-être eu la décence de me consulter avant de transformer la propriété de notre famille en un refuge pour indigents. Roseline, qui observait tout depuis la corde à linge, sentit son sang bouillir. Elle lâcha le vêtement qu'elle tenait et se dirigea d'un pas ferme vers le perron, s'arrêtant aux côtés d'Amédée, sans que personne ne l'y invite. « Vous devez être Madame Dorothée, » dit Roseline, la voix calme, mais les yeux brûlants. « Je suis Roseline, l'épouse de votre frère. » Dorothée la toisa de haut en bas, avec une lenteur délibérée, comme on examine un objet sans valeur sur une étagère. « C'est donc vrai ?» dit-elle en se tournant vers Amédée. « Tu as épousé une inconnue et tu as fait entrer toute sa progéniture dans notre héritage. »« Ce domaine est à moi, Dorothée, » répondit Amédée. Et Roseline perçut que, bien que sa voix soit ferme, il y avait en elle une tension qui révélait des années de conflits non résolus. « Ce domaine appartient à la famille de Valois, » corrigea Dorothée, « et je ne permettrai pas que tu détruises ce que notre père a construit. D'abord le scandale avec ce garçon, maintenant ça. » Elle désigna les enfants dans le jardin d'un geste qui fit serrer les poings à Roseline. « Notre père se retournerait dans sa tombe s'il voyait ce que tu as fait de la pierre blanche. »« Notre père, » dit Amédée, et pour la première fois sa voix s'éleva, chargée d'une colère ancienne qui attendait clairement depuis longtemps d'être libérée, était un homme qui jugeait tout et tout le monde sur les apparences. Et j'ai passé trop d'années à essayer d'être comme lui. Dorothée plissa les yeux. « Fais attention à ce que tu dis, mon frère. J'ai des amis au cadastre et au tribunal de l'arrondissement. Si je décide que tu n'es pas en état de gérer cette propriété... » Assez. Le mot ne vint pas d'Amédée, mais de Roseline. Dorothée se tourna vers elle, avec une expression de choc, comme si un meuble avait pris vie et osé parler. « Madame, vous avez peut-être du sang noble et des amis puissants, » dit Roseline, la voix tremblante non de peur, mais d'une fureur contenue qui brillait dans ses yeux comme une braise. « Mais je suis l'épouse de cet homme, la mère des enfants de cette maison et la femme qui s'occupe de chaque recoin de ce domaine. Et aucun titre, aucun cadastre et aucun tribunal ne me fera baisser la tête devant quelqu'un qui entre chez moi pour insulter ma famille. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Dorothée regarda Roseline avec une intensité qui aurait pu faire fondre le fer. Puis elle regarda Amédée, qui restait immobile aux côtés de son épouse, mais dont les yeux, pour la première fois, ne montraient pas de soumission face à sa sœur. Ils montraient quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la fierté. « Ce n'est pas fini », dit Dorothée en ajustant ses gants avec un calme forcé qui ne trompait personne. « Vous le regretterez. » Elle descendit les marches du perron, monta dans son carrosse et partit dans un nuage de poussière, laissant derrière elle une promesse qui pesait dans l'air comme du plomb. Roseline resta debout sur le perron, le cœur battant la chamade, les mains toujours serrées. Amédée resta à ses côtés en silence, jusqu'à ce que le carrosse disparaisse au tournant du chemin. « Tiendra-t-elle sa promesse ?» demanda Roseline sans quitter la route des yeux. « Dorothée tient toujours ses promesses », répondit Amédée, la voix lourde. « Elle a essayé de m'enlever Augustin quand Léonore est morte. Je l'en ai empêché. Mais maintenant, avec le mariage, les enfants, Augustin hors de sa chambre, elle va dire que j'ai perdu la raison, que je ne peux pas gérer le domaine, que j'ai besoin d'un tuteur légal. » Et elle peut y arriver ? Amédée ne répondit pas immédiatement, et ce silence fut la réponse la plus effrayante que Roseline aurait pu recevoir. « Elle a de l'influence, » dit-il finalement. « Et dans ce monde, l'influence vaut plus que la raison. » Roseline se tourna vers lui et, pour la première fois depuis leur rencontre, posa sa main sur la sienne. Un geste simple, petit, mais qui portait le poids d'une alliance allant bien au-delà du papier signé dans la chapelle. « Alors nous nous battrons, » dit-elle, « ensemble. » Amédée regarda leurs mains jointes, puis le visage de Roseline, et dans ce regard, Roseline vit quelque chose qui la fit trembler, non de peur, mais d'une émotion si grande qu'elle semblait ne pas tenir dans sa poitrine.
C'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, qu'aucun d'eux n'avait demandé et qu'aucun d'eux ne pouvait plus ignorer. C'était le début de l'amour. Les semaines qui suivirent la visite de Dorothée furent marquées par une tension silencieuse qui planait sur le domaine de la Pierre Blanche comme un nuage avant l'orage. De l'extérieur, tout semblait normal. Les enfants jouaient dans le verger, les champs verdoyaient avec l'arrivée de la saison des pluies, et Augustin, jour après jour, s'ouvrait comme une fleur trouvant enfin le soleil. Mais à l'intérieur, Roselyne et Amédée savaient que la paix était fragile et que Dorothée n'était pas femme à faire des menaces en l'air. La première nouvelle arriva par un messager à cheval, un matin brumeux qui semblait fait pour les mauvaises nouvelles. Une enveloppe scellée à la cire rouge adressée au baron Amédée de Valois, contenant une convocation du tribunal de l'arrondissement de Beauregard. Amédée lut le document en silence, son visage se durcissant à chaque ligne. Quand il eut fini, il posa le papier sur la table avec la délicatesse de celui qui dépose une bombe. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Roselyne, qui observait de l'autre côté de la pièce avec le bébé Simon dans les bras. « Dorothée a déposé une demande de mise sous tutelle, » répondit Amédée, la voix contrôlée mais les yeux brûlants d'une fureur que Roselyne n'avait jamais vue de si près. « Elle prétend que je n'ai pas la capacité mentale de gérer le domaine, que mon mariage avec une inconnue et l'exposition d'un enfant avec des limitations sont la preuve que j'ai perdu mon discernement. Elle demande que le tribunal nomme un tuteur pour la propriété. « Et qui serait ce tuteur ?» demanda Roselyne, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Elle-même, naturellement. Le silence qui suivit fut glacial. Roselyne serra Simon contre sa poitrine et sentit cette sensation qu'elle connaissait si bien, la même qu'elle avait ressentie quand le crédit s'était tari chez M. Arnaud, quand Florian s'était évanoui de faim, quand elle avait dû choisir entre l'orgueil et la survie de ses enfants. C'était la peur, mais c'était aussi la fureur. Et Roselyne avait appris à la dure que lorsque la peur et la fureur se rencontrent chez une mère, naît une force qu'aucun tribunal au monde ne peut abattre. « C'est quand l'audience ?» demanda-t-elle. « Dans 2 semaines. »« Alors nous avons 2 semaines pour nous préparer. » Amédée la regarda avec une expression mêlant admiration et incrédulité. « Roselyne, vous ne comprenez pas. Dorothée a de l'influence, des amis parmi les juges, de l'argent pour engager les meilleurs avocats de la province. »« Nous avons la vérité, » l'interrompit Roselyne, « et nous avons 10 enfants qui dépendent de ce domaine. C'est suffisant. » Les jours suivants furent une préparation intense. Roselyne, qui savait à peine lire et écrire, fit preuve d'une intelligence pratique qui surprit tout le monde. Elle demanda à Amédée de lui montrer les documents de la propriété. Titre, registre, livre de compte. Avec l'aide de Quentin, qui était doué pour les chiffres, ils examinèrent les finances du domaine et découvrirent ce que Roselyne soupçonnait. Sous sa gestion, la propriété était plus organisée que jamais. Les dépenses étaient contrôlées, la production du verger avait repris, la grange était pleine, et même les champs abandonnés depuis des années commençaient à être préparés pour les semailles grâce au travail des fils aînés. « Si Dorothée dit que le domaine est mal géré, » dit Roselyne en montrant les registres, « les chiffres disent le contraire. » Amédée regarda cette femme aux pieds nus, aux mains calleuses et aux cheveux noués en une simple tresse, et sentit quelque chose qui allait bien au-delà de la gratitude. Il sentit de la honte. Honte d'avoir passé des années enfermé dans son bureau pendant que le domaine dépérissait. Honte d'avoir caché son propre fils. Honte d'avoir été si faible pendant si longtemps. Et en même temps, il sentit un espoir féroce, comme un incendie qui part d'une étincelle et refuse de s'éteindre. « Roselyne, » dit-il, et sa voix avait une gravité qui la fit s'arrêter et le regarder droit dans les yeux. « Je dois vous dire quelque chose. » Elle attendit, les mains posées sur les livres ouverts. « Quand je vous ai fait venir ici, c'était pour Léonore, pour Augustin, pour cette maison. Je voulais redonner vie à cet endroit, comme je le lui avais promis. Mais maintenant... » Il fit une pause, cherchant ses mots comme on cherche un chemin dans le noir. « Maintenant, je ne sais plus séparer ce que j'ai fait pour elle de ce que je ressens pour vous.
L'air entre eux devint dense, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « Je sais que ce mariage était un arrangement, » continua Amédée. « Je sais que vous avez accepté par nécessité, pas par choix, et je n'exigerai jamais de vous quelque chose que vous ne voudriez pas donner. Mais il fallait que vous sachiez que pour moi, ce n'est plus un arrangement depuis longtemps. » Roselyne sentit son cœur battre d'une manière qu'il n'avait pas battu depuis sa jeunesse, ce battement désordonné, effrayé et beau, de celle qui découvre qu'elle est encore capable de ressentir. Elle regarda Amédée et vit en lui non pas le baron mystérieux qui l'avait accueilli sur le perron des mois plus tôt, mais un homme imparfait, brisé et sincère, qui osait ouvrir son cœur devant elle comme on ouvre une porte sans savoir ce qu'on trouvera de l'autre côté. « Pour moi non plus, » dit-elle, et les mots sortirent si bas qu'ils se perdirent presque dans le silence de la pièce. « Pour moi non plus, Amédée. » Il tendit la main sur la table, et elle posa la sienne par-dessus. Ils restèrent ainsi un long moment, deux mains usées par la vie, unies non par un contrat, mais par quelque chose qu'aucun papier ne pourrait contenir. Il n'y eut pas de baiser, pas de grandes déclarations, juste ce contact silencieux dans cette pièce pleine de livres et de contes, tandis que le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre et baignait tout d'une lumière dorée qui semblait bénir ce qui naissait là. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres plans. La semaine précédant l'audience, il se passa quelque chose que personne n'attendait. Quentin, qui se rendait chaque matin au village chercher des provisions avec la charrette prêtée par Amédée, revint un après-midi le visage fermé et les poings serrés. Roselyne sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'y a-t-il, mon fils ? » « Il parle de nous au village, mère, » dit Quentin, la voix tremblant d'une rage contenue. « À l'épicerie, au marché, sur le parvis de l'église. Ils disent que vous êtes une profiteuse qui a épousé le baron pour son argent, que les enfants sont une plaie qui a envahi le domaine, et que le garçon, Augustin, est... » Il s'arrêta, ravalant les mots comme s'ils avaient un goût de poison. « Ils disent des choses que je ne répéterai pas. » Roselyne sentit son estomac se nouer. Elle connaissait le pouvoir des mots murmurés. Elle en avait été victime toute sa vie, depuis l'époque où les voisines de Saint-Martin-des-Roches chuchotaient sur la veuve avec trop d'enfants et pas assez de dignité. « Qui propage ça ?» demanda-t-elle, bien qu'elle le sache déjà. « On dit que ça vient de gens importants, de gens avec un carrosse et un blason sur la portière. Dorothée. Bien sûr que c'était Dorothée. Le tribunal ne suffisait pas. Elle voulait détruire leur réputation avant même que l'audience n'ait lieu. Elle voulait que le juge entre dans la salle déjà convaincu qu'Amédée était un homme instable, et Roselyne, une opportuniste. Roselyne appela Amédée et lui raconta ce que Quentin avait dit. Le baron écouta en silence, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur un point lointain. « Je vais aller à Beauregard parler au juge, » dit-il. « Je vais apporter les documents, les comptes, tout. »« Non, » dit Roselyne, « nous irons. » Amédée hésita. « Roselyne, le village n'est pas un endroit sûr pour nous en ce moment. Si Dorothée a semé des graines de méfiance, on combat la méfiance avec la vérité plantée au visage des gens, » répondit-elle. « Je n'ai pas fui la faim, je n'ai pas fui la misère, je n'ai pas fui la peur, et je ne fuirai pas des ragots. » La veille de l'audience, un événement inattendu se produisit. Gertrude, qui était plus silencieuse que d'habitude depuis des semaines, vint trouver Roselyne dans la cuisine après que les enfants se furent couchés. Ses yeux étaient rouges et ses mains, normalement si fermes, tremblaient. « Madame Roselyne, je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a bien longtemps. » Roselyne s'assit et attendit. « Quand Madame Léonore est décédée, » commença Gertrude, la voix vacillante, « Madame Dorothée est venue au domaine. Elle est venue seule, la nuit, sans prévenir le baron. Elle m'a trouvé et m'a offert de l'argent, beaucoup d'argent, pour que j'emmène le petit Augustin dans un asile à la capitale. Elle a dit que je devais partir la nuit, pendant que le baron dormait, et laisser le garçon là-bas. Elle a dit que personne ne le saurait, que ce serait mieux pour tout le monde. » Roselyne sentit le sang se glacer dans ses veines. « Et qu'avez-vous fait ?»« J'ai refusé, » dit Gertrude.
et une larme coula sur son visage ridé. « J'ai refusé parce que j'aimais ce garçon comme s'il était le mien. Mais Madame Dorothée n'a pas accepté mon refus. Elle a dit que si je ne faisais pas ce qu'elle demandait, elle trouverait un autre moyen. Elle a dit qu'elle avait des documents prouvant que le baron n'était pas le véritable propriétaire du domaine, que la propriété aurait dû être partagée entre les deux et que sa part avait été enregistrée de manière irrégulière par leur père. » Roselyne écarquilla les yeux. « C'est vrai ? Je ne sais pas, madame. Je n'y connais rien en papier et en loi. Mais je sais que Madame Dorothée a gardé ces documents comme une arme, et je pense qu'elle a l'intention de les utiliser maintenant. » Roselyne resta silencieuse un long moment, digérant l'information, puis elle se leva, posa la main sur l'épaule de Gertrude et dit « Vous avez bien fait de me le dire, et demain, au tribunal, la vérité sera notre arme. » Cette nuit-là, Roselyne ne dormit pas. Elle resta assise dans la cuisine, sa tisane refroidissant entre ses mains, pensant à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit pluvieuse où Madame Geneviève avait frappé à sa porte. Elle pensa au chemin de terre, à la charrette de Monsieur Delmas, au visage d'Amédée sur le perron, au mariage silencieux, aux pleurs derrière la porte, au sourire d'Augustin voyant ses frères et sœurs pour la première fois, à la main d'Amédée sur la sienne. Et elle pensa à ses enfants, ses 9, maintenant 10, raisons qui la faisaient se lever chaque matin et affronter tout ce que le monde mettait sur son chemin. Quand le ciel commença à s'éclaircir, Roselyne se leva, se lava le visage, attacha ses cheveux et enfila la même robe qu'elle avait portée le jour de son mariage. La robe simple qui sentait la lavande. Non parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle représentait le jour où elle avait décidé que ses enfants auraient un avenir, quoi qu'il en coûte. Amédée la trouva dans le salon, prête à partir. Il portait ses plus beaux vêtements, les cheveux peignés, la posture droite, mais ses yeux révélaient la tension d'un homme qui savait que les prochaines heures décideraient de tout. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il. Roselyne regarda la porte, puis lui, et répondit avec la même phrase qu'elle avait dite à M. Delmas le jour où elle avait quitté Saint-Martin-des-Roches. « Le chemin du retour est pire. » Amédée faillit sourire. Faillit. La charrette partit au lever du soleil, avec Roselyne et Amédée côte à côte, sur le banc avant, et Gertrude derrière, serrant un chapelet dans ses mains et murmurant des prières que personne n'entendait, mais que tout le monde sentait. Les enfants restèrent au domaine sous la garde de Quentin, qui accepta la responsabilité avec le sérieux de celui qui comprend que grandir, parfois, c'est protéger. Le voyage jusqu'à Beauregard dura toute la matinée. La route était faite de terre et de pierre, coupée par des ruisseaux peu profonds et bordée de champs qui s'étendaient à l'horizon. Roselyne observait le paysage en silence, gardant ses forces pour ce qui allait venir. Amédée conduisait les chevaux d'une main ferme, mais Roselyne remarqua qu'il la regardait de temps en temps. Des regards rapides, discrets, comme pour graver dans sa mémoire l'image de cette femme qui, sans rien demander en retour, était devenue la personne la plus importante de sa vie. Beauregard était une petite ville, mais elle avait des airs d'importance. Un tribunal en pierre, avec des colonnes en façade, une place centrale avec des arbres feuillus et une église imposante dont les cloches s'entendaient depuis les collines environnantes. C'est là que le destin du domaine de la Pierre Blanche allait se jouer. Quand la charrette s'arrêta devant le tribunal, Roselyne vit le carrosse de Dorothée déjà garé, élégant, imposant, avec le blason des Valois brillant au soleil comme un rappel de pouvoir. À côté du carrosse, 2 hommes en costume sombre discutaient à voix basse, les avocats que l'argent de Dorothée avait achetés. Roselyne descendit de la charrette, ajusta sa robe, releva le menton et se dirigea vers le tribunal d'un pas qui ne tremblait pas. Amédée marcha à ses côtés, et Gertrude, derrière eux, gardait dans la poche de son tablier quelque chose que personne ne savait qu'elle avait. Une enveloppe jaunie aux bords usés par le temps, qu'elle avait trouvée des années plus tôt dans le bureau de Dorothée, une nuit où elle avait été appelée pour aider à un accouchement dans la propriété voisine. Une enveloppe que Gertrude avait gardée par instinct, sans savoir exactement pourquoi, mais qui maintenant, devant le tribunal, pourrait tout changer.
La porte du tribunal s'ouvrit et Roselyne entra sans regarder en arrière. Elle avait appris, au cours d'une vie de lutte, que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose importe plus que la peur. Et pour Roselyne, rien n'importait plus que la famille que le destin, avec toute sa cruauté et toute sa miséricorde, avait mise entre ses mains. Le tribunal de Beauregard était une salle vaste, au plafond haut et aux murs tapissés d'étagères de livres de droit qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Au fond, derrière une table en acajou sombre, siégeait le juge, un homme aux cheveux grisonnants et à l'expression impénétrable dont les yeux parcouraient l'assistance comme s'il pesait chaque âme présente. À droite, Madame Dorothée, vêtue de l'élégance calculée de celle qui transforme les vêtements en armure, flanquée de ses deux avocats. À gauche, Amédée et Roselyne, seuls, sans avocat, sans blason, sans rien d'autre que la vérité et le courage de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Gertrude s'assit sur un banc à l'arrière, l'enveloppe cachée dans la poche de son tablier, les mains serrant son chapelet, comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. L'audience commença par la lecture de la requête de Dorothée. Ses avocats parlèrent avec l'éloquence polie de ceux qui sont payés pour faire paraître le faux juste. Ils prétendirent que le baron Amédée de Valois montrait des signes clairs d'incapacité administrative. Il s'était marié à la hâte avec une femme sans bien, avait accueilli 9 enfants étrangers dans la propriété familiale et exposait publiquement un enfant avec des limitations qui auraient dû être confiées à une institution spécialisée. Ils présentèrent des témoignages de voisins, ces mêmes voisins dont Dorothée avait aiguisé la langue, avec des ragots et des promesses, qui décrivaient le domaine comme un lieu de désordre et d'abandon. Roselyne écoutait tout en silence, les mains serrées sur ses genoux, le sang bouillant dans ses veines, mais elle ne bougea pas, ne réagit pas. Elle avait appris dans la pauvreté et la douleur que la patience est l'arme de ceux qui ne peuvent se permettre de se tromper. Quand les avocats eurent terminé, le juge se tourna vers Amédée. « Monsieur, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Amédée se leva. Il était pâle, mais sa voix était ferme quand il commença à parler. Il raconta la vérité, toute la vérité. Il parla de Léonore, de la naissance d'Augustin, de la douleur de voir le monde rejeter son propre fils. Il parla de l'isolement, de la honte, des années enfermées dans son bureau pendant que le domaine et son âme dépérissaient ensemble. Et puis, il parla de Roselyne. Cette femme, dit-il en la désignant avec une révérence qui approfondit le silence de la salle, est arrivée à mon domaine avec 9 enfants, sans un sou en poche et avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait. En quelques mois, elle a fait ce que je n'ai pas réussi à faire en des années. Elle a redonné vie à cette maison, elle a ramené mon fils au monde, et elle m'a appris que cacher ceux qu'on aime, ce n'est pas les protéger, c'est les abandonner. La voix d'Amédée se brisa sur le dernier mot, et il se rassit, incapable de continuer. Le juge resta silencieux un instant, puis il se tourna vers Roselyne. « Madame, vous êtes l'épouse du baron. » Roselyne se leva. Ses genoux tremblaient, mais sa voix non. « Oui, monsieur le juge. Et je suis la mère de 10 enfants qui vivent dans ce domaine, 9 qui sont nés de moi, et un que le destin a mis sur mon chemin. Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Roselyne prit une profonde inspiration et, avec la simplicité de celle qui n'a jamais eu besoin de beaux mots pour dire la vérité, elle parla. « Je ne sais pas parler comme ces avocats, je ne connais pas les lois, je n'y entends rien en papier et en registre. Mais je sais ce que c'est qu'une maison sans nourriture, je sais ce que c'est de voir un fils s'évanouir de faim, je sais ce que c'est de dormir par terre, en écoutant la pluie entrer par le toit, et je sais ce que c'est de se réveiller chaque jour, sans savoir si ses enfants survivront jusqu'au soir. » La salle était dans un silence absolu. Même les avocats de Dorothée avaient cessé d'écrire. Ce domaine était une maison morte quand je suis arrivé. Belle à l'extérieur, vide à l'intérieur, comme un cercueil décoré. Et le baron Amédée était un homme qui vivait dans ce cercueil, seul, avec sa douleur, et un fils que le monde lui avait ordonné de cacher.
Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste ouvert les fenêtres, allumé le poêle et assis les enfants à table. Si c'est de la folie, alors je suis la femme la plus folle de cet arrondissement. Mais mes enfants sont nourris, vêtus, avec un toit sur la tête. Et le petit Augustin qui a passé des années enfermé dans une chambre parce que le monde a jugé qu'il ne méritait pas d'exister parmi les autres, maintenant il sourit, il dessine, il a des frères et sœurs. Roselyne regarda directement Dorothée. Et dans ce regard, il y avait un courage qui n'avait besoin ni de titre, ni de blason pour se faire sentir. « Je vous le demande, monsieur le juge, qui prend soin de ce domaine? Nous qui avons rempli cette maison de vie, ou madame qui veut la renvoyer au silence ?» Le juge cligna des yeux pour la première fois de l'audience. Son expression impénétrable vacilla, et quelque chose qui ressemblait à du respect traversa son visage comme une ombre de lumière. Dorothée se leva, le visage rouge de fureur. « Monsieur le juge, cette femme n'a aucune qualification pour parler de gestion de propriété. C'est une indigente qui a profité de la fragilité de mon frère pour... » « Madame Dorothée, » l'interrompit le juge d'une voix ferme, « vous aurez votre tour. Veuillez vous asseoir. » Dorothée obéit, mais ses yeux lançaient des éclairs qui auraient pu incendier la salle. C'est à ce moment que Gertrude se leva du banc arrière. Ses jambes tremblaient, son visage était baigné de larmes, mais ses pas étaient décidés alors qu'elle s'avançait et tendait l'enveloppe jaunie au juge. « Monsieur le juge, » dit-elle, la voix rauque mais audible, « je travaille au domaine de la pierre blanche depuis avant que le baron ne se marie la première fois. J'ai tout vu. La joie de madame Léonore, la naissance du petit, la tristesse, la mort, et j'ai aussi vu ce que madame Dorothée a fait. » Dorothée se dressa de sa chaise. « Cette femme est une domestique. Elle n'a aucune autorité pour... »« Silence !» ordonna le juge en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un document, une lettre écrite par Dorothée elle-même des années plus tôt, adressée au directeur d'un asile de la capitale. Dans cette lettre, Dorothée demandait l'internement d'Augustin sans le consentement de son père, décrivant le garçon comme un fardeau pour la famille et offrant une somme généreuse pour que l'asile l'accepte et garde la transaction secrète. La lettre n'avait jamais été envoyée. Gertrude l'avait trouvée avant. Mais les mots qui y étaient écrits révélaient le vrai visage de madame Dorothée de Valois, avec une clarté qu'aucun avocat ne pourrait contester. Le juge lut la lettre en silence, puis la posa sur la table et regarda Dorothée avec une expression qui fit pâlir la femme pour la première fois depuis que Roselyne la connaissait. « Madame Dorothée, » dit le juge, « cette lettre démontre une tentative d'internement forcé d'un mineur sans autorisation paternelle. C'est grave, très grave. » Dorothée ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses avocats échangèrent des regards nerveux. Le château de mensonges et de manipulations qu'elle avait construit pendant des années s'effondrait là, devant tout le monde, comme un château de cartes balayé par le vent. Le juge se prononça avec solennité. La demande de mise sous tutelle est rejetée. Le baron Amédée de Valois démontre une pleine capacité à gérer ses biens, et les témoignages présentés ici révèlent que le domaine de la pierre blanche se trouve sous une gestion adéquate et responsable. Quant à la lettre présentée, j'ordonne qu'elle soit transmise pour enquête. Madame Dorothée, il vous est interdit de vous approcher de la propriété et des enfants sans l'autorisation expresse du baron. Le marteau tomba. Et Roselyne, qui retenait son souffle sans s'en rendre compte, le laissa enfin échapper et sentit les larmes couler librement sur son visage. Pas de tristesse, mais de soulagement, de justice, d'une gratitude si grande qu'elle semblait ne pas tenir dans sa poitrine. Amédée la serra dans ses bras, là, devant le tribunal, devant le juge, devant Dorothée, ses avocats et Gertrude, qui pleurait en s'agrippant à son chapelet. Un long et fort enlacement, comme celui de deux naufragés qui trouvent enfin la terre ferme. Le voyage de retour se fit sous un ciel qui s'ouvrait en teintes dorées et roses, comme si la nature elle-même célébrait ce qui s'était passé. Gertrude, sur le banc arrière, dormait avec le sourire de celle qui a enfin déposé un fardeau porté depuis des années. Et Roselyne, assise à côté d'Amédée, la main sur la sienne,
regardait la route devant elle et sentait, pour la première fois depuis longtemps, que l'avenir n'était pas une menace, mais une promesse. Quand la charrette prit le dernier virage et que le domaine de la Pierre Blanche apparut à l'horizon, Roselyne vit quelque chose qui fit déborder son cœur. Les 10 enfants étaient sur le perron. Quentin tenait le bébé Simon, les jumeaux agitaient frénétiquement les bras, Irène tenait la main d'Augustin, qui, pour la première fois, était là, dehors, au soleil, attendant comme n'importe quel enfant, avec l'impatience de celui qui veut voir rentrer ceux qu'il aime. La charrette s'arrêta. Les enfants dévalèrent les marches en courant, et la scène qui se forma devant cette grande maison, cette maison qui avait été un tombeau et qui était maintenant un foyer, était l'image exacte de ce dont Léonore avait toujours rêvé. Une maison pleine de vie, de bruit, d'étreinte, d'un amour imparfait et vrai. Amédée descendit de la charrette et, avant toute chose, se dirigea vers Augustin. Il s'agenouilla devant son fils, prit son visage entre ses mains et dit, la voix brisée mais claire, « Plus jamais, mon fils, plus jamais caché, plus jamais seul. » Augustin ne répondit pas avec des mots. Il répondit par une étreinte maladroite, serrée, avec la force de celui qui étreint non par habitude, mais par besoin. Et dans cette étreinte, devant cette maison qui avait vu tant de souffrances et qui maintenant débordait d'espoir, Roselyne sut que tout cela en avait valu la peine. Dans les mois qui suivirent, le domaine de la Pierre Blanche se transforma pour de bon. Les champs furent plantés et fleurirent. Le verger donna des fruits comme il ne l'avait pas fait depuis des années. La chapelle fut restaurée et, un matin de printemps, Amédée et Roselyne renouvelèrent leurs vœux devant le curé. Cette fois, avec une fête, des invités, les 10 enfants assis sur les premiers bancs et Gertrude pleurant de joie au dernier rang. Augustin ne monta plus jamais seul dans la chambre du haut. Sa chambre était maintenant au rez-de-chaussée, à côté de celle de ses frères, et ses murs étaient couverts de dessins. Non plus de maisons imaginaires, mais de scènes réelles. La table du petit déjeuner, le verger, ses frères et sœurs jouant, son père souriant. Et au centre de chaque dessin, toujours une silhouette aux cheveux attachés et aux grandes mains qu'Augustin identifiait avec un seul mot qu'il avait appris à dire avec une clarté surprenante, « Maman ». Et Roselyne, qui un jour avait marché pieds nus sur un chemin de terre, sans savoir si ses enfants verraient le lendemain, s'asseyait maintenant chaque après-midi sur le perron du domaine de la Pierre Blanche, le bébé Simon dans ses bras, et regardait ses enfants, tous les 10, courir dans le jardin tandis que le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de ses teintes dorées et roses qui semblaient n'exister que pour rappeler au monde qu'après toute l'obscurité, la lumière revient toujours, et elle était revenue.